Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de robotique sur la génération de trajectoires entre deux points. Alors ça peut être deux points définis dans un espace articulaire, ou alors deux points définis dans un espace cartésien, ou dans tout autre espace. Tout ce que on va présenter ici reste valable. Je ferai un petit aparté à la fin sur les espaces plus spécifiques aux espaces cartésiens, mais voilà, tout ce qui au début reste valable, que ce soit dans n'importe quel espace dans lequel on va travailler. Donc cette vidéo en fait elle se base sur beaucoup d'informations qui viennent du livre de Khalil et d'Ombre, donc modélisation, identification et commande des robots. Précisément ça se reporte au chapitre 13 de cet ouvrage. Donc d'abord on va faire une petite introduction. Les robots, voilà, maintenant qu'on sait faire le modèle, qu'on sait faire le modèle inverse, etc. Le but ça va être de générer et de commander des mouvements d'un robot. Alors soit dans l'espace articulaire, si on connaît les articulations par où le robot doit passer, soit dans un espace cartésien, on sait où l'effecteur doit aller, concrètement. En fait, le choix de cet espace, il va dépendre de l'application qu'on va choisir et des contraintes qu'on va devoir prendre en compte. Donc déjà dans l'espace articulaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir dans l'espace articulaire donc des QF, donc des positions articulaires qu'on va souhaiter. On va essayer de générer une trajectoire temporelle sur ce Q là, qui va nous donner un Q de T. Et ce Q de T, on va espérer, grâce à une loi de contrôle sur le robot, que ces trajectoires-là vont être suivies le plus proche possible de celles qu'on souhaite avoir. Donc l'avantage, en fait, c'est qu'on a très peu de calculs en ligne. Ici, ça peut être un PID, ou même si l'action intégrale, elle a évité, ça peut être un proportionnel dérivé classique sur chaque articulation. Enfin, il n'y a surtout pas de calcul aussi parce qu'on n'a pas de modèle géométrique direct, cinématique ou dynamique, soit direct ou inverse. Donc cette solution-là, voilà, si on connaît les points de passage dans l'espace articulaire, en fait, ça a ses avantages. On n'a pas de problème au passage des singularités. Voilà, parce que on n'a pas cette notion de jacobienne inverse ou de pseudo-inverse où les singularités viennent nous embêter. Donc ça, c'est un gros avantage. On peut directement les gérer, les contraintes de vitesse et de couple qui vont dérouler des capacités de l'actionneur. Alors attention, les vitesses, c'est assez facile, les accélérations aussi. Les couples, mais il va falloir aller prendre toutes les articulations, trajectoire toutes les articulations, calculer le modèle dynamique inverse pour vérifier ça. Mais c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Les inconvénients, c'est qu'on ne va pas calculer la trajectoire de l'effecteur. Pendant ce calcul-là, on va pouvoir le faire après. Donc on ne va pas s'assurer en fait qu'on va éviter les collisions, les autocollisions, des choses comme ça. Donc ça c'est un peu problématique. Mais bon, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Si on est dans l'espace cartésien maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué. On va toujours avoir des poses de l'effecteur dans la suite de poses de l'effecteur qu'on souhaite avoir. On va avoir un modèle géométrique inverse qui va nous donner les Q de T. On va pouvoir ici avec une loi de commande suivre ces Q de T. On va avoir le modèle géométrique direct qui va nous donner un X. Et comme ça, on va à partir de ces poses dans l'effecteur, quel va être ce X de T ici qu'on va avoir. Alors l'avantage, qui est un peu l'inconvénient de l'autre, c'est qu'on va pouvoir calculer la position de l'effecteur et donc de vérifier l'absence de collision. Pas seulement la position de l'effecteur, aussi la position d'orientation de tous les corps. Vérifier l'absence de collision et d'autocollision. Ça c'est plutôt pratique. Les inconvénients, c'est qu'on va devoir utiliser le modèle géométrique inverse sur chaque point de la trajectoire. Ce modèle géométrique inverse qui peut être sensible aux singularités, qui peut ne pas donner de solution, qui peut donner deux solutions, sachant qu'on n'est pas sûr qu'on va rester sur une variante des solutions, des choses comme ça. Et du coup, cette méthode-là peut être mise en échec en cas de position singulière, si on a concrètement une articulation au niveau du coude des robots qui commence à être tendue, et on va avoir pas cette partie-là qui va être mise en échec, mais ici, la géométrique inverse qui va être mise en échec. Donc voilà, on a un petit peu les avantages de l'un sur les inconvénients de l'autre. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est assez général. Et bien sûr, comme on a un modèle géométrique inverse, si on demande un point qui n'est pas accessible, on n'aura pas de solution. Donc là, ça va poser un problème. Donc voilà. Alors, maintenant, une fois qu'on a défini qu'on pouvait faire dans un espace ou dans l'autre, ce que je vais expliquer là, c'est
vrai, peu importe l'espace. Il y aura un petit cas particulier à la fin, mais c'est pas grave. Donc on va définir comment relier une position articulaire ou une articulation initiale, enfin une valeur initiale que j'ai appelée QI. Dans le cas des positions articulaires, ça va être QI. À l'instant, on va noter TI égale 0. Et une position finale, QF, à l'instant T égale TF. Donc on cherche donc une fonction du temps, Q de T, qui va vérifier que Q de TI, donc 0, égale Q de I, et que Q de TF égale QF. On va noter D, la différence entre QF et QI, et H, le temps entre TF et TI. Ça, c'est des petites notations dont on va utiliser après. La première solution, c'est de faire une interpolation linéaire. Dire qu'on va linéairement passer de QI à QF. Et donc, tout ça, tout simplement, on va avoir que Q de T, ça va être QI plus T sur TF fois D. Cette méthode-là va nous produire une vitesse constante pendant toute la durée du mouvement. Ça, on a envie de dire que c'est plutôt bien. Par contre, on va avoir une accélération qui va être infinie. La dérivée de la vitesse va passer de 0 à une... La vitesse va passer de 0 à une constante, donc on va avoir une accélération infinie en début et en fin de mouvement. Donc cette méthode, en fait, elle provoquerait des à-coups très très importants au niveau des actionneurs et elle n'est pas utilisée en robotique concrètement. Donc, par contre, voilà, ça c'était une interpolation linéaire, on va dire interpolation d'ordre 1. On peut avoir des interpolations d'ordre 3, de degré 3. Donc on va imposer de commencer et finir par exemple le mouvement avec une vitesse nulle. Ça nous ajoute deux contraintes sur l'équation de la trajectoire. Ça nous ajoute que Q point de TI égale 0 et que Q point de TF égale 0. Donc on va avoir un ordre 3, donc on va avoir 4 paramètres identifiés. Et on va calculer ces coefficients-là en utilisant donc que Q de TI égale QI, Q de TF égale QF, Q point de TI et de TF égale 0. Et à partir une fois qu'on a écrit ça, on va pouvoir calculer Q A0, A1, A2, A3 à partir de QI, QF, TI et TF. Et donc on va pouvoir comme ça avoir une solution ici. Ça va nous donner des courbes qui vont avoir cette forme-là. Encore une fois, les courbes sont sorties du livre. On va avoir une position qui va passer, on va dire, avec une vitesse nulle, arriver avec une vitesse nulle de QI à QF. On va avoir une vitesse qui va commencer avec une vitesse nulle qui va augmenter, ensuite la vitesse va décroître jusqu'à TF, et on va avoir une accélération qui va passer linéairement, une accélération maximale à moins une accélération maximale. Donc on voit bien que le mouvement il commence et termine à vitesse nulle, ça on est plutôt content. Par contre l'accélération initiale et finale elle n'est pas nulle. On peut aussi provoquer des à-coups ici. Alors il y a des robots qui sont très industriels, qui sont très très rigides. Cette discontinuité, ces à-coups en fait, ils vont être un petit peu absorbés par la mécanique et par l'électronique qui est en dessous. Donc ça peut passer. Mais ouais, quand même, c'est pas des choses qui vont être très bien acceptées par la mécanique du robot, par l'actionneur du robot aussi. Donc on va encore éviter encore un ordre 3. Et on va plutôt passer à un ordre 5. Où on va ajouter deux contraintes sur l'accélération initiale et finale qui va aussi être nulle. Donc on va obtenir un polynôme d'ordre 5, donc 6 coefficients. On a toujours nos deux contraintes sur position, deux contraintes sur la vitesse initiale et finale qui doit être nulle. On va rajouter deux contraintes sur l'accélération initiale et finale qui va être nulle. Donc on a une courbe qui ressemble quand même pas mal à celle d'un ordre 3 sur la position. On a une vitesse qui va commencer ici avec une tangente nulle. On a une vitesse qui va démarrer nulle et qui après tout doucement va augmenter et rediminuer. Et par contre on a bien une accélération ici qui commence à 0 et qui finit à 0. Et avec ça, on va avoir des mouvements un petit peu plus fluides qui vont nous permettre que le robot aille d'un point A à un point B, point QI à QF, de manière assez souple. Donc ça, c'était une des façons de faire. Une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle la loi de type Bang-Bang. En fait, cette méthode elle va décomposer la trajectoire en deux parties, de même durée, pendant lesquelles l'accélération est constante sur ces deux parties. C'est-à-dire que de 0 à TF sur 2, on a une accélération constante positive, et de TF sur 2 à TF, on va avoir l'accélération constante négative de même valeur que celle du premier intervalle. Donc ici on a bien les accélérations constantes au début, constantes à la fin. On va avoir une vitesse donc, qui va augmenter linéairement
jusqu'à atteindre son maximum et après décélérer. Il y en a bien une position comme ça. Alors cette méthode-là, elle a les mêmes défauts que l'interpolation d'ordre 3, hein. C'est qu'on va avoir des à-coups au niveau de l'accélération aussi, qui va être dur à absorber. Donc en fait, on a aussi la loi de type de trapèze, qui est en fait une espèce de bang-bang modifié, où on va avoir une phase d'accélération qui va être nulle. Pourquoi ça? En fait, ça va lui permettre en fait, d'avoir une vitesse, notamment la vitesse maximale pendant longtemps, ce qui fait qu'on va pouvoir aller plus vite d'un point à un point à l'autre, d'un point QI à un point QF. Pardon. Donc en gros, on va mettre une accélération ici, ce qui va nous faire pendant ce temps-là, la vitesse va augmenter, ensuite l'accélération est nulle, on va garder une vitesse constante. On décélère avec une constante, donc l'accélération ici descend, la vitesse descend de manière linéaire pour arriver à une vitesse nulle. Alors ça c'est toujours pareil, on va avoir ici des à-coups au niveau des accélérations qui vont avoir du mal à être supportés. Mais bon, déjà ça nous permet d'avoir des vitesses, d'atteindre une vitesse max plus longtemps, ce qui va nous permettre d'avoir des mouvements un petit peu plus rapides. Ce que j'ai présenté avant, c'était voilà, pour passer d'un point QI à un point QF. Maintenant, si on travaille sur une trajectoire articulaire, si on a toute la pose, toutes les articulations d'un robot à un instant et celle à un instant après, on va passer dans une trajectoire donc dans l'espace articulaire. Donc les méthodes précédentes, elles permettent de passer de l'une à l'autre, il n'y a pas de souci. Et elles peuvent être utilisées pour relier les poses dans le même domaine du coup. Alors ce qu'on va faire généralement, en fait, c'est qu'on va essayer de les synchroniser les articulations entre elles afin d'obtenir un mouvement fluide, c'est-à-dire que toutes les articulations vont commencer en même temps et finir en même temps. Ça nous permet d'arriver comme ça, tout doucement, de manière un peu plus fluide au niveau du point final. C'est-à-dire qu'en gros, si je caricature un peu, il y a une articulation qui va être à vitesse maximale, les autres vont se caler pour finir en même temps que celle qui a le plus de chemin à faire et qui irait à vitesse maximale. Si je caricature un petit peu. Donc même si les pauses initiales et finales sont faisables, hein, le mouvement, attention, le mouvement qui va être généré peut passer dans une zone infaisable, zone de collision, d'autocollision, des choses comme ça. Du coup, il faut bien vérifier à ce que, on va dire en simulation, avant si on veut, de vérifier que le chemin qu'on va avoir, la trajectoire qu'on va avoir, va faire qu'on n'ait pas d'autocollision. Quand même, le plus gros risque, c'est d'avoir collision ou autocollision. Concrètement, si vous démarrez, si vous avez une trajectoire initiale, vous imaginez vous êtes un robot, vous avez la main au niveau du ventre devant votre ventre, la trajectoire finale qui est derrière votre dos, ces méthodes-là, en fait, elles vont faire que vous allez concrètement vous rentrer la main dans le ventre pour passer dans le dos. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc là, il faut rajouter des points de passage, des choses comme ça qu'on verra dans une autre vidéo. Maintenant, la petite subtilité, ça va être vraiment la trajectoire entre deux points dans l'espace cartésien. Donc on va définir la pose initiale. Donc tout à l'heure on avait défini vraiment soit un vecteur dans l'espace articulaire, soit juste un double, un réel sur toutes les méthodes qu'on a vues avant. Donc maintenant si on définit la pose initiale TEI et la pose finale TEF, alors j'ai mis 0 pour que ce soit repèrement, mais c'est pas très grave. Donc on a une orientation AI, un point PI, une orientation AF, un point PF. Donc le but c'est de passer de cette pose ici, de AIPI, à cette pose ici, à FPF. Alors si on considère que la position de l'effecteur, on va pouvoir utiliser les mêmes méthodes que dans l'espace cartésien, ça il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui va poser problème, peut poser problème, ça va être de passer au niveau des rotations de AI à AF. Concrètement, le problème c'est que si vous avez AI qui fait 170 degrés et AF qui fait moins 170 degrés par exemple, en gros il y a 20 degrés d'écart, hein, vu qu'on a un blocage de cadran. Donc là l'idée ce serait de dire je vais faire ces 20 degrés tout simplement. Par contre la méthode ce qu'ils vont vous faire, elle va vous faire les 340 degrés dans l'autre sens pour y arriver. Ça peut poser des problèmes, notamment si l'effecteur il a un objet dans la main, un outil, ça peut poser des petits problèmes comme ça. Et ça surtout ça va ralentir le coup. Donc pour l'orientation en fait, si on passait par les angles de l'air, hein, on a vu qu'il y avait le blocage de cadran, quand on a regardé les matrices, donc on va avoir la même chose ici. On va utiliser une méthode qui est un peu, on va dire, pas encadrée, pas inspirée, mais bon, qui s'approche un petit peu des quaternions. C'est qu'en fait, on va définir que l'orientation AI, c'est une rotation autour d'un axe U d'un angle R0,
fois AI. Et que AF, c'est une rotation autour de U d'un angle RTF fois I. Donc on va trouver un axe U qui vérifie ça. Et une fonction R de T qui va vérifier ça. Donc si R de 0 fait 0, donc on n'a pas de rotation ici, on a bien I égale à I. Et quand TF vaut, T vaut TF, cette rotation-là va permettre de passer de la rotation à I à la rotation F. Donc en fonction de R de T, l'orientation de l'effecteur va passer progressivement de l'orientation initiale à finale. En gros, voilà, on va calculer un vecteur U qui va permettre de passer de AI à F. Et comme tout à l'heure, en fait, on va pouvoir utiliser les mêmes méthodes pour R, la fonction R, en disant que le QI ici va être égal à 0 et que le QF va être égal à l'angle qu'il faut pour passer de AI à F. Voilà, ces petites subtilités pour passer à ça. Donc comme ça, en fait, on va pouvoir, si on fait ça au niveau de la position et de l'orientation, on va vraiment avoir une orientation, un changement d'orientation minimal qui va nous permettre d'arriver à ce truc-là. Voilà, cette petite vidéo sur comment passer d'un point à l'autre. Dans les prochaines vidéos qui vont venir, on va regarder comment faire quand on a plusieurs points. Donc on va passer tout simplement, on va refaire 15 fois, là si on a 16 points, 15 fois la même méthode. Vous avez vu que la plupart des méthodes s'arrêtent avec vitesse et accélération nulle, ça veut dire que notre mouvement il serait quand même assez sec. Voilà, j'espère que la vidéo a été assez claire, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.